La culture occidentale a toujours eu horreur de ces petites bestioles. Dans d'autres régions du monde, les insectes constituent pourtant une véritable source d'alimentation. Près de 2000 variétés seraient comestibles. Leur consommation apporterait de nouvelles expériences gustatives et fournirait aux hommes une ressource durable. Josh Evans dirige à Copenhague le projet Insectes du Nordic Food Lab, le laboratoire de cuisine nordique. Avec son équipe, il a arpenté différents coins de la planète où les insectes font partie des traditions culinaires. Le Mexique. Dès le départ, on a su que c'était là qu'on devait aller, parce qu'on y trouve une des plus importantes concentrations d'espèces d'insectes comestibles au monde, et la gastronomie qui va avec. Parmi elles, merveille des merveilles, les escamoles, les larves d'une variété de fourmis vivant en zone semi-aride. C'est un délice traditionnel très prisé et servi dans de nombreux restaurants à travers le pays. Certains Mexicains, comme notre ami José Carlos, grand chasseur d'escamoles devant l'Éternel, n'hésitent pas à les surnommer le roi des caviars. La cuisine mexicaine est réputée pour les tortillas, les haricots rouges, le piment, le maïs et un régime plutôt carné. Pourtant, les insectes y occupent une place importante et sont très présents sur les étals des marchands. Josh Evans et le chef écossais Ben Reed sont partis en quête de spécialités à base de ces petites bêtes. Mais pour commencer, voyons comment on procède à leur récolte. Par une température de près de 40 degrés, ils arrivent à une centaine de kilomètres au nord de Mexico, à la ferme de José Carlos Redon. Pour ce dernier, la production d'insectes n'est pas seulement une passion, mais aussi un gagne-pain. Il dirige l'exploitation comme une sorte de coopérative. Les fermiers se sont spécialisés dans les différents secteurs de la production d'insectes et Carlos, lui, gère l'ensemble. Il pratique une agriculture durable et rémunère équitablement les exploitants. Alors, dis-nous tout. Vous êtes ici à Teotlaquali, une coopérative bio qui s'efforce de respecter la nature et se concentre sur les insectes et les plantes comestibles. Nous essayons de les conserver au maximum dans leur écosystème naturel. Alessandro Spagnuolo, un des fermiers qui travaille pour Carlos, est ce qu'on appelle ici un escamolero, un spécialiste de l'élevage des escamoles, ces larves de fourmis qui vivent dans des racines d'agave. Les escamoles sont très recherchés. Dans les restaurants, on en trouve toute l'année. Les gens sont prêts à payer jusqu'à 50 € pour un plat, hors saison. Et ils sont congelés? Oui, pour en avoir toute l'année. Mais bien sûr, la qualité n'est pas la même. Les escamoles perdent leur saveur et finalement, on n'en a pas pour son argent. Si les prix grimpent à ce point, on peut être tenté d'en ramasser jusqu'à épuisement des stocks. Et c'est la fin de l'équilibre. L'idéal serait de pouvoir veiller à un développement durable de la production. Oui, il faudrait aider les familles exploitantes pour qu'elles approvisionnent les restaurants qui savent les cuisiner et qui les servent à de vrais connaisseurs. S'il y a de la bière, je veux bien bosser, sinon non. Ils veulent nous montrer où sont les fourmilières? C'est par là. Allons-y. Les escamoleros guident Josh et Ben à travers l'exploitation. Les larves de fourmis se récoltent entre les mois de janvier et mai. Mais encore faut-il savoir les localiser. Ça, c'est ce qu'on appelle le caminito, le petit chemin. Il y en a 3 ou 4 qui partent dans différentes directions. Ça, c'est le chemin qui mène aux larves. Pour ne pas décimer complètement la fourmilière, ils ne prélèvent pas plus de 60% des larves. Les chasseurs sont prêts à passer à l'offensive. Mais les fourmis ne se rendront pas sans combattre. Ben prend son courage à deux mains. Bien.
Quand on se fait pas piquer par les cactus, c'est par les insectes. J'ai le choix. Mince. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. Allez, saleté. Elle me pique partout. Il y en a une par terre, fais attention. Tu viens de perdre 30 centimes. 30 centimes chacune? C'est ce que ça coûte? Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, t'avais raison. Ils ont repéré une autre fourmilière. Cette fois, c'est au tour de Josh. Vas-y doucement. On se sent vivant au moins. J'ai l'impression d'être un apiculteur qui se serait fâché avec ses abeilles. Ouais, carrément. Il y a cette odeur qui te saute à la gorge. C'est fort. Ça me rappelle le roquefort jeune. Et voici le butin. Oh wow. Ça a un goût très particulier. Tu penses à quoi? Ça me fait penser à de l'avocat. Et en même temps, ça a un petit goût d'amande fraîche. Une fourmilière saine, qui a au moins 3 ans d'existence, peut fournir jusqu'à 6 kilos de larves par saison. On surveille les nids, et s'ils ne sont pas prêts, on attend qu'ils le soient. Mais il faut les protéger, à cause des voleurs. Ils sont capables de les ouvrir et de faire n'importe quoi. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour aller le vendre. Ils détruisent tout sur leur passage. Non seulement l'écosystème, mais aussi l'économie locale. Les chasseurs sont satisfaits de leur prise. Il n'y a plus qu'à débarrasser les escamoles des dernières fourmis qui s'y cramponnent. Mais d'abord, une petite pause pour déguster le pulque, la boisson nationale mexicaine déjà connue des Aztèques. Elle est issue de la fermentation de la sève de l'agave et titre entre 2 et 5 degrés d'alcool. On va être à fond toute l'après-midi. La récolte est d'abord filtrée. Une technique qui demande un certain doigté pour ne pas abîmer les larves très fragiles. Les escamoles sont meilleures fraîches. Elles sont donc aussitôt cuisinées. Cactus, oignons et des larves à peine saisies. What else? C'est tout? Traditionnellement, les escamoles sont servis dans une tortilla. Une gourmandise dont raffolent l'épouse de José. Je n'arriverai jamais à lui faire manger de la viande, mais les insectes, si. Goûtez ça, c'est incroyable. Le soir approche, l'heure est à la détente. De retour à Mexico, Josh et Ben ont bien du mal à résister aux multiples spécialités locales. La curiosité est trop forte. Ça se mange plutôt le matin, ça, non? Plutôt à midi. Ouais. En guise d'apéro. C'est ça. Combien je dois? Et il n'y a pas de pain avec ça? Non. Ok. Ces fruits marinés au piment sont une belle alternative aux escamoles. Une merveille. C'est délicieux. Ah, ça pique. J'en ai les larmes aux yeux. Je peux goûter? Et ça? Quelle olive! Une olive de la taille d'une tête. Une très petite tête.
Après cette petite escapade gastronomique, il retrouve José Carlos sur l'un des plus grands marchés d'insectes de Mexico. Parmi les étals de fruits, de légumes et de fromages, on trouve des sauterelles, des vers et d'autres insectes accommodés en condiments. Et même des escamoles. Mais ces œufs à moitié écrasés n'ont rien à voir avec les larves fraîches que propose Carlos. Lui n'écoule pas sa production sur le marché. Il la fait emballer et peser par un marchand qui livre directement ses clients. Aujourd'hui, il passera au Pujol, l'un des 50 meilleurs restaurants au monde qui se fournit régulièrement chez lui. Cette visite est un moment fort pour des pros de la gastronomie comme Josh et Ben. On va tous au Pujol, au Pujol, au Pujol. We're going off to Pujol, hip 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 hooray. L'enseigne ne paye pas de mine. Mais grâce à son chef, Enrique Olvera, le restaurant occupe une place de choix dans la plupart des guides internationaux. Ce cuisinier a le don de sublimer tous les plats de street food mexicain d'où il tire son inspiration. Les ingrédients sont triés à la loupe. Seules les larves parfaites sont servies aux clients. Ah ouais, il enlève celles qui sont abîmées? Oui, c'est ça. Et c'est combien le kilo d'escamoles? Sur le marché de San Juan, c'est entre 55 et 65 euros. Et on en sert combien par personne? Entre 70 et 90 grammes. Une centaine de grammes de larves de fourmis sont servis sur cette tortilla qui vaut environ 10 euros. Un menu comprenant 7 plats coûte près de 100 euros. À ce prix-là, une petite dégustation en cuisine ne se refuse pas. Super bon. Enrique Olivera nous expose la philosophie de son restaurant. Pour moi, les insectes, c'est quelque chose de vraiment à part. Tout comme les escamoles. Tout le monde ne peut pas en manger parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est très cher. Pour nous, les escamoles ne sont pas des insectes, mais un véritable ingrédient culinaire. C'est bizarre, non? Quelqu'un me disait un jour, le miel, c'est du vomi d'abeille. Quand on y réfléchit, c'est vraiment étrange de manger ça. Mais on n'y pense pas parce que c'est très familier. Pour moi, le principal critère d'un ingrédient, c'est le goût. Si c'est bon, on s'en fiche du reste. Un principe sur lequel s'accordent tous les grands chefs. On doit se quitter. Merci pour tout. Le lendemain, retour à la ferme. José Carlos et son équipe font découvrir à Josh et Ben d'autres délices. On les trouve dans ces arbres. Les mesquites abritent des colonies d'insectes qui se nourrissent de la sève sucrée et riche de ces feuilles en forme de haricots. Ces petites bêtes ont été baptisées les punaises de mesquite. JC, t'aurais pas une sorte de boîte? Ou un chapeau? Ouais, on les met dans son chapeau. C'est comme ça qu'on fait. C'est en les faisant griller qu'on révèle leur saveur douceâtre. Leur odeur s'atténue à la cuisson. C'est dans les racines d'agave que se logent les larves rouges de chilochil. On en trouve une habituellement dans les bouteilles de mezcal, où on la prend souvent à tort pour un verre. Comme les escamoles, elles sont servies sur une tortilla. Ouais, la pêche est bonne. Cette autre variété de punaise est un parasite que l'on trouve principalement sur les avocatiers entre mars et mai. Ça sent le poivre vert. Elles ont des ailes mais ne volent pas. Elles sautent. Une fois lavées, elles sont grillées et servies dans des tacos. José Carlos fait ensuite découvrir à Ben une autre espèce qui, elle, n'est pas facile à récupérer. Hey, on a trouvé des bassanos. Les arbres qui abritent ce type de vers sont rares. Mais cette larve est considérée comme une véritable gourmandise. On découpe l'écorce en faisant bien attention.
Tôt ou tard, ce butin finira à la plancha pour donner un encas croustillant. Ce qui est génial, c'est qu'ils grossissent à la cuisson. Ceux-là, on dirait qu'ils vont éclater. Ils sont prêts? Non, ils durcissent quand ils sont cuits. Ah ça, non. C'est doux, avec un parfum de noisette, qui vient sans doute du cactus. Josh, lui, est plutôt déçu. Pas mal, mais ça a pas beaucoup de goût. José Carlos poursuit sa présentation de plats à base d'insectes. Et ce n'est qu'un début. Mais le lendemain, Josh est malade et ne peut quitter son lit. Ben devra assurer tout seul. Au programme, de grosses larves juteuses. José Carlos accompagne Ben dans une famille du coin qui pratique la chasse aux insectes depuis des générations. La doyenne de la famille, Aurelia Soriano, a 86 ans. Toute sa vie, elle a mangé des insectes. Et dès qu'il est question de se mettre en chasse, impossible de la retenir. Hé mamie! Regardez comme elle trotte. Je vais vous montrer les troncs où ils se logent. Des arbres secs, tombés depuis très longtemps. J'espère qu'on va les trouver. Ces insectes qui vivent dans du bois en décomposition. Il y a un arbre mort là en bas. Un très beau tronc. Je vais vous montrer comment on les repère. Grâce à cette poussière, comme de la sciure, vous voyez? Le tronc est d'abord fendu à la hache. Les larves vont se loger au plus profond du bois. Les chasseurs prennent garde à ne pas les écraser avec leurs outils. Ils s'arrêtent à intervalles réguliers pour palper les parties molles et savoir s'ils sont sur la bonne voie. Cette fois, ils ont repéré des indices. Les larves ne sont pas loin. Ça s'agite là-dedans. C'est la panique. Elles savent que la chasse est ouverte. C'est bizarre, non? Dans ces arbres, les chasseurs récoltent plusieurs variétés de larves. Celles de papillons passent pour être particulièrement savoureuses. Elles ne sont pas seulement appréciées des gourmets, elles servent aussi d'appât aux pêcheurs. Et elles font l'objet d'une réglementation très stricte pour éviter que ce parasite ne se répande sur toute la planète. Il dit qu'il y en a jusqu'à 500 dans un tronc de cette taille. Les Soriano s'intéressent aussi à d'autres larves d'insectes parasites du bois, qui ne sont pour nous que des nuisibles. C'est un peu comme un serpent qui se serait adapté pour se glisser dans des trous très fins à travers le bois. Il est où? Là. Celui-là se mange pas. Hein. Oh la vache! Je l'emmènerais bien pour le montrer. Mais les gens d'ici risquent de pas être d'accord. La pêche miraculeuse. On a eu de la chance finalement. Les récipients se remplissent et Aurelia est déjà en train d'allumer le feu pour faire frire la récolte. On les saisit rapidement avec une pincée de sel. Ça sent divinement bon. J'en ai de l'eau à la bouche. Comme ça, sans rien d'autre. Ouais. C'est comment? Ouais, très bon. Mais je trouve que ça sent... Le bois? Ouais, c'est à cause du tube digestif. C'est tannique. C'est comme du porc rôti qui aurait été vieilli en fût. Délicieux. Bien riche. On passe à un autre spécimen particulièrement tendre. Il a des petites ailes atrophiées.
Ah ouais. Un goût de beurre. Mantequilla. C'est fondant. Et il n'a pas le tube digestif plein de bois comme l'autre. Du beurre grillé. Il en reste un. Je peux? Ah oui, ça valait le coup de venir jusqu'ici. Dommage que Josh ait raté ça. Le petit groupe prend le chemin du retour. Mais soudain, les chasseurs repèrent une nouvelle piste. Elle dit de creuser ici? Ok. Et on verra dans quelle direction ça va. Des binginas, des fourmis peau de miel. Une partie des ouvrières collectent du miel pour nourrir leurs congénères. Elles s'en remplissent de façon à servir de réservoir vivant. Mais c'est aussi un dessert très apprécié par les chasseurs d'insectes. C'est vraiment comme du miel. Un miel très riche. Admirez la technique. Israel style. Je me sens un peu comme le roi soleil, parce que je vais en manger deux en même temps. Non, c'est mal. Je devrais pas faire ça. Mais si, vas-y. Vraiment pas. Je peux vous aider? L'aventure continue. Les chasseurs ont un nouveau défi à relever. Cette fois, ils voudraient prélever le miel d'une colonie d'abeilles mexicaines. Mais ce nid, de 40 à 50 cm, est défendu par quelques 18 000 gardiennes armées de dards redoutables. Elle est énervée? Non, elle est relativement tranquille. Pour l'instant, l'abeille est sagement posée sur sa main. Mais si le nid était attaqué, l'essaim entier s'en prendrait aux intrus. Le plan consiste à s'emparer du nid et le jeter quelques mètres plus loin pour en faire sortir les abeilles. Les chapeaux servent à rien, c'est génial. Il faut d'abord qu'on s'éloigne. Attends, où est-ce qu'il va le jeter? Dans quelle direction? Il va secouer le nid très fort pour que les abeilles s'en aillent. Le valeureux chasseur s'approche du nid. Les autres courent se mettre à l'abri. Le miel est aussi un excellent remède contre les piqûres. Il y a du miel? L'opération s'avère fructueuse. Oh! Je pensais que ça aurait un goût de papier. Et en chauffant, ça devient plus comme de la cire. Avec un petit goût de papier. Après une journée entière à fendre du bois et gratter la terre, tout le monde rentre à la ferme pour cuisiner le butin. Une grande fête se prépare. La grand-mère s'arrête jamais. C'est une sacrée personnalité. Un peu la gardienne du foyer. Ah, il faut enlever les larves. C'est bon? Oui, ça se mange. Je sais pas si ces piments sont forts, mais ils sentent très bon. Et maintenant, les larves. Il y a de nombreuses façons d'accommoder les insectes. Certains sont pilés pour donner une sauce très relevée. Ça vous va? Fais voir. Faut goûter. Un délice. Ça, c'est un sacré compliment. C'est un éloge. On prend une feuille d'épazote et on met de la sauce.
Les larves sont servies dans une sorte de taco. Ben apprend beaucoup sur les recettes et traditions locales. Oh, une de celles-là. On emballe dans la feuille. Et je peux essayer d'en faire une. Je vais mettre 2 feuilles. J'adore ça. Ah, je suis en train de faire un carnage. Comme ça. J'enroule comme ça. Comme ça. Et je replie. Je le place ici. Et voilà, j'ai fait ma première galette. Ok, aquí. Oui. Je peux en goûter une. Délicieux. Je vais essayer ça. Reste un léger duvet. C'est comme une carapace grillée, sans les bons morceaux. Mais ça, là, c'est un régal. Les éléments traditionnels de la cuisine mexicaine servent ici à accommoder les insectes qu'on trouve localement. Ben est très enthousiaste. Nous avons assisté aujourd'hui à la combinaison de 2 éléments. Une profonde connaissance de la nature et un grand savoir sur la nourriture. La famille Soriano est fière d'avoir pu donner un petit aperçu de certaines particularités culinaires de sa région. On ne vous a pas tout montré de Yanhuitlán. Notre chaleur humaine, notre cuisine, notre sens de l'hospitalité, nos traditions, toute notre culture. Ce qui est dommage, c'est que tout ça est en train de se perdre génération après génération. Mais on est vraiment fiers d'être de ce pays. Et on a envie de le faire partager au monde entier. Muchas gracias. Merci. On s'est vraiment régalé. Les traditions culinaires du Mexique ne se résument donc pas au chili et aux tortillas. Carlos a montré à Ben et Josh la grande diversité des plats à base d'insectes. Et avec les escamoles, ils ont découvert une spécialité qui s'est imposée sur les grandes tables du monde. Le voyage continue. Ben et Josh vont retrouver au Pérou d'anciens collègues du restaurant Noma de Copenhague et découvrir avec eux les insectes d'Amazonie. Le pays s'étend du Pacifique jusqu'aux Andes. Autant dire que les contrastes sont saisissants. On y trouve l'un des déserts les plus secs du monde, celui d'Atacama, les sommets escarpés des Andes, mais aussi une forêt impénétrable traversée par le fleuve Amazone. C'est cette région amazonienne que l'équipe est venue explorer. Les habitants de la jungle ont toujours consommé des insectes. Josh et Ben sont partis de la ville de Tarapoto. Brisa Denemostier a proposé de leur servir de guide. Ils se sont connus par le réseau Slow Food. Brisa aussi s'intéresse depuis des années aux modes d'alimentation alternatifs. Elle tenait tout particulièrement à leur faire découvrir son pays. Les voilà partis à la chasse aux insectes de la forêt tropicale. On se sent un peu hébété quand on arrive ici et qu'on découvre la jungle exactement telle qu'on se la représentait. Avec des lianes qui s'enchevêtrent, des papillons bleus de la taille d'un oiseau. Je rêvais de venir en Amazonie depuis l'âge de 7 ans. Mais est-ce que Josh s'imaginait alors grignoter des insectes d'Amazonie? Ici, la diversité est énorme. Partout, ça grouille de petites bêtes à déguster. Leur guide, Pedro, leur fait rechercher une variété précise, une sorte de cigale. Ils ont beau l'entendre chanter, la belle ne se laisse pas prendre facilement. Tout le groupe concentre son attention. On ne peut pas les attraper de jour, ces cigales. Il faut attendre la nuit. J'ai déjà vu des cigales sur une moustiquaire. Et j'ai pu les attraper. Peut-être qu'à cette saison, elles sont lentes. On pourrait poser un piège. Et on verra bien. Sitôt dit, sitôt fait.
Grâce à la nuit et aux pièges tendus, les chasseurs devraient arriver à leur fin. Installés dans un village au cœur de la jungle, ils tentent d'attirer les insectes avec de la lumière. Il existe environ 40 000 espèces de cigales, et la plupart sont parfaitement adaptées à leur environnement. Elles se camouflent si bien que les chasseurs ont du mal à les repérer. On est tous sortis à 5 heures ce matin. On était 5. On a passé 4 heures à essayer d'en attraper. On est bredouille. Et ce monsieur, lui, il est sorti tout seul cette nuit et il en a trouvé une. C'est peut-être le moment ou jamais de la faire cuire. On ne peut pas la mettre dans la poêle comme ça. Elle va s'envoler. Il faut lui enlever les ailes pour pas qu'elle s'envole. Ça me fait de la peine pour cette pauvre cigale. Oh, je suis trop sensible. On dirait un micro avec une batterie à plat. Ouais, c'est horrible de mourir comme ça. Mourir brûlé dans une poêle en pleine nuit, c'est une chose. Mais mourir brûlé dans une poêle de nuit, sous la lumière d'un spot, c'est quand même autre chose. Je la sors de la poêle, encore fumante. Cette cigale se nourrit de petits vers de terre. Il faut l'ouvrir en deux et mettre un peu de sel. On enlève la tête et les pattes. C'est pas archi croustillant, mais ça croque au lieu de se coller dans les dents. C'est salé, charnu, avec un goût de grillé. C'est un peu comme une crevette sans le goût de la mer. Mais ça a quand même un goût très fort. La crevette sans le goût de la mer, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'adore manger les carapaces des crevettes. Quand elles sont grillées. Pas décortiquées. C'est ça. C'est ce qui a du goût. Goûtons la tête. Ça croustille. J'en ai plein les dents. C'est un peu toute la différence entre les parties sombres et claires dans une volaille. C'est plus riche. Il y a une profondeur qu'on ne retrouve pas dans l'abdomen. Le voyage se poursuit vers le sud, aux confins de l'Amazonie, jusqu'à Tambopata, dans la région de Madre de Dios. 2 cuisiniers péruviens se sont joints au groupe. Ils dirigent chacun un restaurant à Lima. Malena Martinez, le restaurant central, et Palmiro Ocampo, le restaurant Ana Esumi. Ils sont à la recherche de divers insectes pour créer ensemble de nouvelles recettes pour le restaurant de Palmiro. La forêt tropicale est riche en surprises. Je vous présente Henry. Henry se promène. C'est son activité principale. Mais il peut aussi s'immobiliser. Il lui arrive aussi de faire semblant d'être immobile, alors qu'en fait, il avance très lentement. C'est vraiment le roi du camouflage, surtout quand il est entouré de peluches blanches. Leurs guides locaux n'arrêtent pas de leur signaler de nouvelles particularités. Ici, des abeilles se servent d'une termitière pour produire leur miel. Les termites construisent la structure et les abeilles se mettent à l'intérieur. C'est ça. Oh yes, yes. On n'y touche pas jusqu'à l'heure du repas, hein? Okay, we can do that. Yeah. La marche leur a ouvert l'appétit. Just enjoy it. Mais mieux vaut savoir comment préparer ces ingrédients pour ne pas risquer de s'empoisonner. Il faut les faire cuire? Ça rend malade? Oui, si tu les manges tout de suite. Quand on connaît bien la forêt, on peut se nourrir facilement. Raphaël, passe-moi ce gros lascar. Pas si gros que ça, en fait. Une partie de la récolte servira à concocter de nouveaux plats au restaurant,
mais le reste fera un excellent pique-nique. On va allumer un feu pour faire cuire notre butin. Le produit de la chasse est mis en commun. Sauterelles et larves sont sur le point de passer à la casserole. Josh emballe une larve de bambou dans une feuille qui fleure bon l'ail et l'assaisonne avec des calampas fraîchement cueillis, un genre de champignon. Quant à Ben, il prépare des brochettes de larves et de sauterelles qu'il parfume avec de la coriandre hachée. Et voilà, brochette amazonienne. Voyons un peu ce que Malena va manger. Pas question que j'avale ça. Malena Martinez ne se sent pas prête à savourer ses spécialités amazoniennes. Mais elle finit par se laisser convaincre de goûter au plat préparé par Ben, spécialiste en la matière. C'est pas si mal. J'aime bien. T'es surprise? Et je mange aussi la tête. T'as réussi, Malena. Ça a un goût de fumée. Très juteux. C'est pas mal. On est sur la bonne voie. Mais le problème, c'est les carapaces. Beaucoup trop dur. Il faudrait travailler sur le croustillant. Je vais tester ça au restaurant de Palmiro. Je vais essayer de les farcir avec toutes sortes de choses et de les passer ensuite à la friture. Ça me rappelle un peu le popcorn. Super bon. Et en dessert, miel de la forêt. Il est produit par une variété d'abeilles qui n'ont pas de dard. On peut donc prélever leur précieux nectar sans se faire piquer. C'est le paradis des ours ici. Le dessert idéal pour terminer un repas léger dans les bois. Le petit groupe a fait bonne chasse et va maintenant retourner à la civilisation et accommoder les insectes dans la cuisine de Palmiro Ocampo. À Lima, il se procure quelques ingrédients supplémentaires. Les insectes font partie des habitudes alimentaires des peuples aborigènes d'Amazonie, mais la majorité de la population péruvienne n'en consomme pas. Ben et Josh arrivent au restaurant Anna et Sumi, où ils se mettront ensemble au fourneau. Pour l'occasion, Palmiro a commandé des vestes de cuisinier. Là, j'ai le logo Anna et Sumi, et sur le bras, celui du Central et du Nordic Food Lab. Le Nordic Food Lab et les restaurants de Palmiro et de Malena sont en contact depuis longtemps. Des petites dédicaces viennent vite agrémenter les vestes. Ben et Josh vont accommoder les ingrédients qu'ils ont ramenés de la jungle avec d'autres insectes et spécialités commandées en ville. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ici, c'est des suris, des larves de palmier. Mon cher Josh, il te faut combien de suris et quel genre? Gros, petit, gras, maigre? Tout me va. Par ici, mes cocos. Je te fais un mélange moitié-moitié? Ça marche. Fort de son expérience dans la jungle, Ben sait comment procéder. Ce n'est pas évident de vider ces petites bêtes. C'est fou comme ça tâche les doigts. C'est le tube digestif? Ouais, il y a des pigments très puissants là-dedans. Vous avez de la graisse de suri? Dans son restaurant, Palmiro privilégie les produits régionaux. Mais son menu ne comportait aucun plat à base d'insectes. Il souhaite mettre au point de nouvelles créations. Lui aussi est en pleine expérimentation. C'est une feuille d'Arosquiro, un arbre de la forêt amazonienne. Ses feuilles et son écorce sentent l'ail. Quand on passe dessous, on sent tout d'un coup flotter un parfum d'ail. C'est étonnant. C'est vraiment pas facile à farcir, ces petites bêtes. Si elles sont encore un peu vivantes, elles éjectent la farce. Mais si on les tue, elles se rétractent. C'est du bois de papaïa. On trouve beaucoup de suri. On le met dans le sac et on fait le vide pour que le liquide l'imprègne vite. Par osmose. Quand on fait le vide, ça aspire l'air et le liquide se répand partout.
Qu'ils soient mis sous vide dans un appareil moderne ou farcis d'une garniture classique à base d'ail et de fleurs, ces insectes sont préparés dans les règles de l'art. Ils n'en sont pas moins des ingrédients bien particuliers. Incroyable. Il bouge encore. J'y crois pas, j'ai essayé de le tuer. Il a plus de tête. Il est farci de plein de choses. Il est enrobé de chapelure, il a perdu son tube digestif. Et il bouge encore. Le fruit jaune, c'est du coconut. Laitue, cresson et un surimi frit. Je rajoute des rondelles d'oignon, une petite déco de maïs, quelques fleurs de bourrache et une petite touche de crème d'arbre à ail. Et voilà un petit jungle mix, friture de surimi sur lit de coconut. Magnifique. Des larves de surimi superbement présentées. Mais avant toute chose, le chef prend le temps de goûter son œuvre. Pas mal du tout. La carte de Palmiro s'enrichit également d'un plat de peau de surimi fumé et pimenté, servi sur des écorces d'arrosquiro. Le chef a invité quelques amis qui n'ont peur de rien en matière de gastronomie. Ces plats vont-ils leur plaire? Larves et insectes sauteurs défilent sur la table, si bien accommodés et associés à toutes sortes de fruits et légumes qu'on serait bien en peine de reconnaître l'ingrédient de base. Excellent. Tout le monde est ravi. Même une petite gastronome en herbe. La petite dit que maintenant, elle aime les suris. C'est la première fois qu'elle en mange? Oui, c'est son premier repas d'insectes. Ben Josh et Palmiro ont démontré qu'il fallait désormais compter avec les insectes, même dans les grands temples de la gastronomie. Et ce n'est qu'un début, car le potentiel est énorme. Josh rentre à Copenhague, riche de nombreuses expériences. Je n'oublierai jamais cette plongée dans la forêt amazonienne. Les fourmis coupeuses de feuilles qui nous ont accompagnés un moment, ce grand papillon morpho-bleu qui voltait juste au-dessus du fleuve avec des ailes de la taille de ma main, et puis toutes ces cigales nichées au frais sous la canopée. Et bien sûr, ce moment un peu violent de la cuisson d'une cigale vivante, où je me suis dit qu'il fallait essayer de leur offrir une fin moins atroce. Une petite sauterelle?